avec le Rav Aouzi, donner quelques halachot concernant la fête de Shavuot. Je voudrais, pour commencer, poser des questions sur les halachot de Yom Tov. Une halacha qui s'appelle Simchat Yom Tov. Simchat Yom Tov, c'est écrit de Samarta Bechagecha, tu te réjouiras pendant la fête. La question est, comment aujourd'hui on se réjouit pendant la fête de Shavuot, sachant qu'aujourd'hui il n'y a plus de sacrifice comme à l'époque, où la simcha se faisait en particulier par la viande du sacrifice. Quels sont les halachot pratiques? Comment réaliser cette Simchat Yom Tov aujourd'hui, en 5774? Année. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, on va essayer aujourd'hui d'être bref et d'être directement répondre aux questions du Rav. Et pour ce faire, évidemment, on sait qu'il existe trois fêtes juives, les trois fêtes juives dans le calendrier. La première, c'est Pessah. La deuxième fête, c'est Shavuot, pour se terminer après, à la fin de l'année, à Sukkot, puisque l'année, d'après la Torah, elle commence depuis le mois Nissan. Et on sait ce que dit le Tour, que la première fête, Pessah, c'est Keneged Avraham Avinu, Shavuot, c'est Keneged Yitzhak Avinu, et Sukkot, c'est Keneged, ça correspond à notre patriarche de Yaakov. Donc la fête de Shavuot, en réalité, elle est spécifique pour Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, rappelons-nous, c'est le chauffard, c'est justement le son du chauffard qui a sonné par ce fameux bélier qui a été trouvé par Avraham Avinu. De la même manière qu'au matin de Torah a été donné, on a entendu aussi la voix du chauffard. Et toutes ces fêtes-là, en réalité, ils correspondent à une facette des Avot. Et donc la Torah veut elle veut nous donner la vraie dimension d'une fête. Et pour qu'une fête soit une fête, c'est qu'on s'est écrit dans la Torah que Vesamarta, qu'on vient d'entendre, Vesamarta Bechagecha. Mais d'un autre côté, il est écrit dans la Torah que c'est quoi une fête? Chag l'Hachem. La fête, elle est réservée à Hachem. Et donc la Gemara se dispute, qu'est-ce que ça veut dire alors? Est-ce qu'on doit faire une fête pour entre guillemets se kiffer, ou bien on doit faire une fête pour Hachem? Alors on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. C'est pour cela que l'Halacha, le Rambam l'a tranché. Chetzio l'Hachem, vechetzo l'Hachem. En réalité, la journée doit être partagée en deux parties. Yom Tov, pour se réjouir, on doit partager cette journée-là en deux parties. La première partie, c'est Chetzio, la première partie entièrement pour Hachem. Il y a la tfila, il y a l'étude, on se consacre à la partie qui est spirituelle de notre fête. Alors que la deuxième partie, elle doit être consacrée à Chetzio Lachem. Tout ce qui a un rapport avec le repas, on se retrouve en famille, on se retrouve autour d'une table, on échange, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle Chetzio Lachem. Et pour ce faire, pour Chetzio Lachem, donc je vous laisse vous-même décider quel Tosfot vous voulez étudier pendant la fête de Shavuot, ça je vous laisse tranquille. Mais pour ce qu'on appelle de Chetzio Lachem, ça je vais vous donner quelques plats intéressants à mijoter, comme ça vous avez un bon repas. Alors comment ça fonctionne le Chetzio? Comment ça fonctionne le Chetzio Lachem? Alors c'est très pointilleux puisque la Gemara et les Poskim, le Shulchan Aruch vont très très dans les détails. Pour pouvoir être Mekayem, la mitzvah de Simcha, de se réjouir pendant la fête, et ça marche avec la la moitié, alors il faut la faire chose suivante. Il y a deux choses qu'on peut faire. La première, c'est de manger de la viande. Bien que aujourd'hui, comme on entend, il n'y a plus de korban, mais midérabanan, on a transformé la viande qu'on achète au magasin, c'est la viande qu'on va se réjouir. La deuxième partie, celle qui est plus importante puisque celle-ci elle est minatora et pas midérabanan, c'est de boire du vin. Donc ça veut dire que lorsque demain matin vous allez faire les courses, n'oubliez pas d'acheter une très bonne bouteille de vin. Parce que la meilleure bouteille de vin, vous allez faire une super mitzvah. On réserve les bonnes bouteilles de vin pour les fêtes juives. À savoir, chacun d'entre nous, chaque homme, a une mitzvah de boire au moins un réveillite, 15 centilitres, ou bien d'après le Raphaël Naé, 8,6 centilitres, qui est Gematria Kos. Donc chacun a cette mitzvah-là. Grâce à la viande et grâce
au vin, on est Mekayem la mitzvah. Mais évidemment, on doit essayer d'amener, ça c'est des choses qui sont essentielles. Et c'est écrit dans la halakha que le repas de Yom Tov doit être encore plus succulent que le repas de Shabbat. De la même manière qu'on doit avoir des habits spécifiques pour le Yom Tov, c'est-à-dire qu'en réalité, chaque juif doit avoir 3 costumes. Un costume, ou bien un habit pour les jours de Chol, un habit pour Shabbat, et un habit réservé pour Yom Tov. Parce que Yom Tov, c'est encore plus chachouk que Shabbat. Et d'ailleurs, le Chazon-Ish, à la fin de sa vie, il a dit peut-être qu'il y a une 4e dimension, c'est un habit de Chol HaMoed. Il doit être plus que Shabbat, il doit être plus important que Shabbat, plus important que Shabbat, mais moins important que Yom Tov. Donc vous comprenez, donc c'est-à-dire qu'il faut avoir 3. Le premier c'est pour tous les jours, le deuxième c'est Shabbat, le 3e Chol HaMoed, le 4e Yom Tov. En tout cas, si on parle de Yom Tov, parce qu'à Shavuot il n'y a pas de Chol HaMoed, donc en réalité il faut avoir un repas plus succulent que le Shabbat. Ça je me tourne vers les femmes, alors essayez de faire le mets que vous avez, que vous faites jamais, quoi. Vous faites pas, la tutuka c'est tous les Shabbats, ça compte pas. Faites quelque chose de spécial, vous mettez quelque chose de spécial. Donc, ça c'est pour le repas, et la même chose pour les habits. Et de même, pour voir la simcha, pour que la simcha elle soit entière, il y a les préalables de la simcha. Les préalables de la simcha, c'est exactement comme le vendredi, comme tous les Erev Shabbat, à savoir qu'il faut se préparer, il faut se coiffer, il faut prendre sa douche, tout faire, toute la robe pour se mettre pour se mettre en condition pour que la simcha, elle soit entière. Mais évidemment, comment on commencera le Yom Tov, on commencera surtout chez les femmes, ils vont faire cette fameuse mitzvah extraordinaire qui est la Dakat Nerot. Alors, mais ça, il faut attention, parce que ça fait partie aussi de la simcha, du Oneg et du Kavod de Yom Tov. Il faut savoir que pour allumer les Nerot de Shabbat, alors on a 2 avis. Premier avis, c'est que on allume la bougie, on allume son allumette, on fait la bracha et après on allume les bougies. Ça c'est une première idée. Et l'idée la chita qui est plus répandue, c'est pas comme ça. D'abord on allume les nérodes de Shabbat et après on dit la bracha. D'accord? Donc il y a 2 avis comment faire. Mais Yom Tov, tout le monde se met d'accord, peut-être pas tout le monde le sait, tout le monde se met d'accord qu'il faut faire la première version, à savoir dire, on allume l'allumette, avec quand l'allumette est allumée, on dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mizotav v'tzivanu l'adlik ner shel Yom Tov. Et après on allume. Ça n'a rien à voir avec Shabbat, même si Shabbat on fait l'inverse, mais Yom Tov c'est ce sens-là. Pourquoi? Parce que Shabbat, si on l'avait fait de ce sens-là, ben on n'aurait pu plus allumer. Si je dis la Ner shel Shabbat, c'est Shabbat, j'ai pas le droit d'allumer. Donc c'est pour ça qu'on a mis la bracha après l'allumage. Mais Yom Tov, il n'y a pas de problème. On peut carrément, comme toutes les mitzvot, over la siyatan. On peut le faire comme écrit dans le Mishnah, comme on fait over la siyatan, c'est-à-dire juste avant de faire la mitzvah, on fait la bracha, donc on fait la dik ner shel Yom Tov, et après on allume. Attention, celui qui s'est trompé, il a dit la dik ner shel Shabbat, ça compte pas, il n'est pas yotzé, il faut recommencer la bracha. Yom Tov, c'est pas Shabbat. Shabbat, c'est pas Yom Tov, il ne faut pas se tromper. Donc il ne faut pas oublier de dire la dik ner shel Yom Tov. Et une femme qui a omis et qui a dit shel Shabbat, alors elle a la possibilité de se reprendre dans les 2 secondes après l'erreur, mais si elle a passé déjà plus que 2 secondes, elle doit recommencer la bracha. Elle doit recommencer. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, l'adlik ner shel Yom Tov. Maintenant, c'est encore un grand problème, c'est encore 2 avis. Comment faire pour faire le she'echeyanu, ve'kiyemanu, ve'giyanu la semaine hazeh, puisqu'on sait que pour chaque mitzvah, il faut faire non seulement la bracha de la mitzvah, mais plus le she'echeyanu. Sur ça, on a 2 avis. Premier avis, celui du Ben Ishraï, qui disait qu'au moment de l'allumage, on fait l'adlik ner shel Yom Tov, et à ce moment-là, on dit aussi she'echeyanu, les femmes, she'echeyanu, ve'kiyemanu, ve'giyanu la semaine hazeh. Et après, on allume les nérotes de Yom Tov. Ça, c'est l'avis du Ben Ishraï. Alors que l'avis d'autres poskim disent non, il ne faut pas faire comme ça. Pourquoi? Parce que de dire
Parce qu'on rentre dans un grand problème de si on fait le Shechianu au moment de la 4 Nerot. Parce que écoutez bien le problème qui va se passer. Vous avez fait Shechianu sur les Nerot de Shabbat, de Yom Tov. Ok, donc c'est bien. Maintenant, votre mari revient de la choule et il va faire Kiddush. Mais lui, il n'a pas fait Shechianu. On est bien d'accord. Il n'a pas fait Shechianu. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le Kiddush et à la fin du Kiddush, Mekadesh Israël Vazmanim, et puis il va dire quoi? Shechianu, Vikiemanu, Vigianu, Vazmanazé. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous les dames, qu'est-ce que vous allez faire? Répondre Amen. Oui, parce qu'on répond Amen lorsqu'on entend une bracha. Mais en disant Amen, vous avez fait une interception, vous avez interrompu le Kiddush, vous avez fait Afsaka. Donc le Kiddush n'a pas lieu d'être. Il faut recommencer le Kiddush. Parce que celui qui parle entre le moment du Kiddush et au moment où on boit le Kiddush, son Kiddush n'est pas valable. Donc c'est pour ça que de nombreux poskim préconisent de dire la chose suivante. Qu'on garde le Shechianu, la femme elle fait Shechianu avec son mari dans le Kiddush. Comme ça, de cette manière-là, on n'a pas de problème par rapport à Shechianu. Et de la même manière, on a encore une petite halakha. Il faut faire attention lorsque on allume les bougies de Yom Tov avec des bougies, pas avec de l'huile. Attention parce que quand on prend des bougies, des fois on essaie de les introduire dans les bougeoirs et ça ne tient pas bien. Alors, on a le droit de forcer, même si ça va un peu ramollir la cire, mais par contre, on n'a pas le droit de les faire passer sous un feu et de les faire tenir. Yom Tov, c'est assaut de faire ça. Bien qu'au Chen Nefesh c'est permis, mais ça c'est la melacha de Memachek. La melacha de Memachek, elle n'a pas été permise pendant Yom Tov. Donc attention, préparez déjà les bougies dans les bougeoirs, ou bien essayez de les faire rentrer en forçant sur la bougie. Mais on n'a pas le droit de prendre la bougie et de la passer sur du feu et après le mettre dans la bougeoire pour que cela tienne. Donc on répond donc de nouveau la question du Rav, c'est quoi? Essayons tous de respecter, d'honorer le jour de Yom Tov en faisant des choses spécifiques, spéciales, des repas spéciaux pour Yom Tov et ne pas oublier de manger de la viande et de boire du vin. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle viande? Viande, c'est de la viande de bœuf, la viande rouge. Mais la viande de volaille, il y a une grande discussion dans les poskim, est-ce que ça s'appelle de la viande ou pas? C'est sûr c'est de la viande, parce que celui qui a mélangé du lait de la viande, c'est interdit. Mais est-ce qu'on est Mekayem la mitzvah de Vesa Marta Bechagecha en mangeant un morceau de poulet, ou un morceau de volaille? Ça c'est une grande discussion. Donc on essaiera, pour ceux qui peuvent, ceux qui parce qu'ils ont de l'argent pour s'acheter ça, ceux qui peuvent se permettre de manger de la viande et de laisser le poulet comme deuxième repas ou bien comme accompagnement. Mais celui qui a mangé que du poulet pendant Yom Tov, d'après beaucoup de poskim, entre le Rav Steinborg et d'autres, on n'est pas Mekayem la mitzvah. Parce que la mitzvah, ça se fait uniquement lorsque on mange de la viande et on boit un verre de vin. Et je termine avec ça. Et ça, mais le problème, c'est que la viande et le vin, c'est bien pour les hommes, en tout cas pour ceux qui aiment. Mais les femmes, ils sont pas très, on va dire, très sensibles. Pas accro à la viande. Voilà, pas accro à la viande, mais en tout cas pas accro au vin du tout. Bon, sauf ceux qui connaissent, des grandes connaisseuses. Mais par contre, la halakha veut que, et cette fois-ci je m'adresse aux hommes, la halakha veut que la Gemara dit Bema mesamchan. Pour une femme, si une bonne bouteille de vin, ça n'interpelle pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, nous avons tous les hommes juifs, on a une mitzvah d'offrir un cadeau à sa femme tous les fêtes juives. À Pessah, à Shavuot et à Sukkot. C'est-à-dire, voilà, des cadeaux 100 euros et plus, hein, pas des cadeaux à 5 euros. Hein. Pas des 5 euros. Alors, voilà, vous pouvez dire à vos maris que le Rav Aoudi a dit que chacun doit offrir un cadeau à sa femme. Pourquoi? Parce que la Mara nous dit Vesa Marta Bechagecha, Nashim Bema Mesachan, la Mara dit, je connais la haine, la Mara dit des beaux habits. Une belle tenue. Donc, une belle tenue, c'est minimum 100 euros. Bon, je ne vais pas dire 1000 parce qu'après, mais une belle tenue. Voilà, ou bien la Gemara dit, et si elle a déjà des habits, alors des belles chaussures. Mais les chaussures, bon, ça dépend, hein, il y a toutes sortes de prix. En tout cas, ce qu'il faut faire,
c'est d'essayer que toute la famille, elle ressente une joie exceptionnelle pendant cette fête-là. C'est pas encore un Shabbat, c'est une joie. Donc il faut que tous les gens, quand je termine avec ça, si c'est pour les hommes, c'est de la viande et le vin. Pour les femmes, c'est un bel habit et les enfants. Les enfants aussi, ils veulent quelque chose. On leur donne un bon verre de vin à un enfant de 8 ans, il n'a rien à faire avec ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Agma, elle dit, il faut leur acheter des friandises. Il faut leur acheter quelque chose de spécial. Voilà mon fils, pour Yom Tov, tu reçois un paquet d'Haribo. Je ne sais pas, c'est un exemple. Hein. Chacun ses madrigas. Chacun sa madriga. En tout cas, il faut essayer de penser, avoir une pensée pour chacun. Et de cette manière-là, on est Mekayem, la mitzvah de Vesa Marta, Bechagecha, Ve'aita, Ar Sameach, que la joie. Alors juste là-dessus, il y a deux questions qui me viennent. D'abord, on a beaucoup de gens qui ont l'habitude de prendre des produits lactés à Shavuot. Et d'après ce que vous dites, il faudrait prendre de la viande, absolument. Et la deuxième question, c'est tout simplement, on a l'habitude de mettre des flotteurs. Est-ce qu'on a le droit pendant Shabbat, pendant Yom Tov, par exemple du premier pour le 16e jour, de mettre dans le flotteur les mèches, les introduire dans le flotteur pendant Yom Tov? Alors voilà, c'est très bien, puisque maintenant on parle un peu du repas, on va un peu se focaliser sur le repas de Shavuot. Alors, le repas de Shavuot, en réalité, il y avait, depuis que le monde est monde, une divergence entre le minhag Ashkenaz et le minhag Séfarad. Le minhag Ashkenaz était, comme le Rama ramène, qu'on doit faire un symbolique à Shavuot par rapport à tout ce qui est des produits lactés. Et donc, le minhag Ashkenaz était, en tout cas depuis on voit ça dans le Trim Negadim, déjà, etc., que le repas du soir de Shavuot était partagé en deux parties. On commençait à manger des mets lactés, et puis on va se laver les mains, on va se laver la bouche, on va changer la nappe, les ustensiles, et puis on se met à manger un repas de viande. Pourquoi? Parce que, justement, rappelez-vous bien ce qui s'est passé à Shavuot. Quel est le sacrifice qu'on devait apporter à Shavuot? J'étais à l'Echem. 2 pains. 2 pains, on devait apporter à sacrifice du Betamigdash. Et pour se rappeler de ce siman-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait en sorte que les 2 pains sont obligatoires. Et comme il y a une halakha que le pain qui a été mangé avec les mets lactés ce pain-là ne peut pas être mangé avec le pain de viande, donc obligé d'avoir deux chalotes. Tu auras une chala que tu manges avec la partie lactée du début du repas, et puis tu te laves les mains, tu te laves la bouche, tu enlèves tout, et en même temps que tu enlèves tout, tu enlèves aussi le pain. Tu enlèves aussi le pain. Donc de cette manière-là, il amènera un deuxième pain pour la viande. Ça, c'était le minhag Ashkenaz, comme c'est écrit dans le Rama, comme c'est écrit dans le Mishnah Berurah, etc. Le minhag Sfarad, c'était pas tellement de pouvoir manger des produits lactés, si ce n'est que le kiddush matin, le premier jour de Yom Tov, le matin après la tefila. Pourquoi? Parce que pour les Sfarad, en tout cas ceux qui habitaient en Afrique du Nord, le lait, c'était pas quelque chose d'important. Le lait, c'était pour Tisha B'Av. C'est celui qui monte du lait, c'est les 9 jours. C'est les 9 jours, exactement. C'était pour les 9 jours. Il n'y avait pas quelque chose, on appelle le fromage, toutes ces choses-là. On buvait un peu de lait comme ça, mais c'était pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'était la damro, des choses comme ça, quelque chose de vraiment du sérieux, quoi. Et donc, on n'a pas ce minhag. Mais malgré tout, d'après le minhag Ashkenaz, il faut aussi manger la viande. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, en Israël, et dans beaucoup de minhagim, même les Sfaradim ont pris le minhag aussi de manger des mets lactés. En tout cas, on peut être Mekayem la mitzvah de cette manière-là. Soit on partage le repas en 2 parties du soir, on partage le repas en 2 parties. Partie lactée, on se lave les mains, on se lave la bouche, on change les ustensiles, on change la nappe et on change le pain. Et puis on passe directement aux 2e partie du repas, le repas qui est à base de viande. Ça, c'est la première manière de faire les choses. Ou bien carrément, les poskim sont dingues, est-ce qu'il y a une mitzvah de manger la viande? C'est tous les repas ou un seul repas? Il dit le Shagatarié
qu'en réalité, la mitzvah, c'est de manger même la nuit. Mais avec Meir dit non, l'essentiel, c'est d'avoir mangé dans la journée du Yom Tov un repas de viande. Donc on peut faire le soir un repas de lait, et le matin, c'est-à-dire la journée, le repas de viande. Et de cette manière-là, on est Mekayem, toutes les mitzvahs, et en même temps le siman du lait, et en même temps la viande, puisque Vesamata, Vesaker. Ah, maintenant, alors, photo, je vais répondre après, parce qu'on va expliquer. On va expliquer après comment ça marche les melachot. Alors voilà, justement, donc pendant Yom Tov, on sait qu'il y a une particularité, c'est qu'on a le droit de faire tout ce qui est ochel nefesh, tout ce qui est nécessaire pour l'alimentation. Donc il y a plusieurs choses qu'on permet. On permet de porter Yom Tov, on permet d'allumer un feu à partir d'une lumière déjà allumée, on permet de cuire des aliments. Donc des fois, souvent, on se dit, bon, on ne sait plus très bien où s'arrêtent les permissions et où commencent les interdictions, donc ça peut créer des troubles. Alors comment est-ce qu'on arrive un peu à savoir ce qui est interdit, ce qui est permis au niveau des travaux pendant Yom Tov? Voilà. Très bien, ça déjà, on rentre déjà dans le vif du sujet, c'est qu'en réalité, comme disait le Brice Korov, il dit les halachot Shabbat, plus ou moins, tous les juifs connaissent. Shabbat, on sait, on n'a pas le droit d'allumer la lumière, on n'a pas le droit de faire ceci, on n'a pas le droit de faire ça, tout le monde sait plus ou moins les halachot Shabbat. Les halachot Yom Tov, c'est rien que les rabbanim qui connaissent. Et les halachot Chol HaMoed, même les rabbanim ne connaissent pas. Donc, voilà. Donc, en réalité, les halachot Yom Tov, d'un côté, ils sont un peu complexes, puisqu'on n'a pas le temps, parce que c'est ça la difficulté. À Pessah, on n'étudie pas la halachot Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de halachot à apprendre, Pessah, et comment cachériser, le Hamet, le Bitoul, etc., le Seder. Donc, on n'a jamais le temps de parler de Yom Tov. À Sukkot, il y a tellement d'halachot, le Lulav, le Etrog, la Souka, on ne parle pas de ça. À Shavuot, c'est le moment d'apprendre la halachot de Yom Tov. Et donc, il y a on réserve quelques jours, quelques moments d'étudier, mais c'est pas largement pas suffisant. Et donc, on va essayer d'expliquer en réalité comment ça fonctionne, la halachot de Yom Tov, et vous allez tout comprendre en quelques minutes, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem. Dans la Torah, si on fait attention, la différence qu'il y a entre les interdits du Shabbat et les interdits du Yom Tov, on va comprendre à travers les mots que la Torah que la Torah a utilisés pour exprimer l'interdit de faire des melachot Shabbat et de faire les melachot Yom Tov. Écoutez bien. Dans la Torah, regardez bien, c'est extraordinaire, parce qu'on ne fait pas attention à ce mot-là. Il y a un petit mot là qui glisse tout le temps, et on ne fait pas tellement attention à lui. Dans Shabbat, il y a écrit Lo ta'aseh kol melacha. Tu n'as pas le droit de faire tous travaux. Dans Yom Tov, il n'y a jamais écrit ce mot-là. Il y a écrit Lo ta'aseh, il y a dans la Torah écrit Kol melechet avoda lo ta'aseh. C'est pas pareil. Un, il y a écrit Kol melacha. Dans le deuxième, il y a écrit melechet avoda. Alors, ça veut dire quoi? La différence, elle est phénoménale. Ça n'a rien à voir. Shabbat, ce qui est interdit, c'est de changer, transformer un aliment, transformer une chose. Telle que la chose elle était avant Shabbat, elle doit rester pendant Shabbat. Je n'ai pas le droit de transformer, de modifier, d'améliorer la chose. Alors que Yom Tov, la Torah n'a pas dit ça. La Torah, elle a dit Kol melechet avoda. C'est quoi avoda? Le travail. Nous, on comprend. On n'a jamais compris, parce que les gens ils demandent comment on va de prendre Shabbat, de mettre un mouchoir dans ma poche. Je ne travaille pas. Au contraire, moi je préfère avoir un mouchoir dans ma poche, je ne vois pas quel est le travail. Mais c'est une erreur, parce que la Torah n'a pas interdit le travail, elle a interdit la transformation. Alors que Yom Tov, ce qui est interdit, c'est vraiment le travail. La question qu'on pose à Shabbat, elle est fausse. Mais parce que ce qu'on pense, nous, c'est quoi? C'est interdit Shabbat, c'est vraiment ce qu'on s'est interdit Yom Tov. Donc je réexplique. Shabbat, ce qui est interdit, c'est transformer. Même si je fais aucun effort, je ne vais même pas utiliser aucune calorie pour le faire. Malgré tout, c'est assourd. Alors que Yom Tov, ce qui est interdit, c'est seulement des choses qui demandent un travail intense. Un travail qui va être travail dans les champs, des travaux qui demandent un investissement. Et c'est pour cela que les Chachamim, écoutez bien, dans tous les melachot, comment on fait pour obtenir un gâteau, comment on fait pour obtenir un repas? On va commencer
à labourer, après on va semer, après on va arroser, après on va moissonner, etc., etc., etc. Le système de la transformation de la graine jusqu'au pain, on l'a scindé en deux. Milisha ve'elach. Tous les travaux qui se font dans une cuisine, c'est permis. Tous les travaux qu'en général se font en dehors d'une cuisine, dans les champs, d'une manière en grande quantité, c'est interdit. Donc le baromètre entre ce qui est permis et ce qui est interdit, c'est les travaux qui se font à l'intérieur d'une cuisine, ça c'est permis. Comme par exemple, je prends un exemple. Si maintenant vous devez faire, on va prendre un exemple, vous devez éplucher une pomme de terre, vous devez éplucher un fruit, vous devez, ou bien vous devez trier, vous avez du riz et vous devez trier, voir s'il n'y a pas de bête, ou bien des choses comme ça. Ou prendre le bien du mal. C'est permis parce que ces choses-là se font où? Ces choses-là se font où? Se font dans notre cuisine. Et du fait que cela se fait dans notre cuisine, les Chachamim l'ont permis. Alors que tout ce qui se fait auparavant dans les champs, cela c'est interdit. Donc on a bien compris maintenant, Yom Tov, ce qui est interdit, c'est de s'investir dans un travail qui va complètement nous sortir du contexte de la joie de Yom Tov. Parce que Hachem, il voulait que nous soyons entièrement pris dans la joie de Yom Tov. Et de se lancer dans un travail qui va prendre X temps, cela est interdit. Donc on a bien compris comment ça fonctionne. Et après on verra des exemples nets et précis. Mais ce qu'il faudrait bien comprendre, c'est que tous ces travaux qui se font d'une manière en catimini, qui se font dans je suis dans ma cuisine, je fais ceci, je fais cela, j'épluche, je coupe par exemple, j'ai le droit d'éplucher avec un éplucheur, j'ai le droit de couper en petits morceaux, tous ces al-melachot qui sont interdits Shabbat, de trier, de couper en petits morceaux, de laver un fruit qui est sale, tout ça c'est interdit pendant Yom Tov, pendant le Shabbat. Pendant Yom Tov, c'est permis. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui se font au moment du repas. Alors que le Shabbat, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je n'ai pas le droit de transformer. Si je coupe en petits morceaux, je transforme le fruit. Je lui donne une autre matière, une autre forme. Ça, c'est interdit de faire pendant Yom Tov. Mais seulement, ce que je voudrais rajouter ici, c'est un sujet qui est un petit peu délicat, mais il faut le savoir parce que c'est une halakha qui est très très importante. À savoir, on sait que la Torah a permis de faire ce qu'on vient de dire, milisha vela. À partir où on a la pâte et on va pétrir la pâte, etc., la cuisson, tout ça, c'est permis. Tout ce qui est au préalable, c'est interdit. La question de se poser, c'est que la Torah, elle rajoute encore un petit détail en disant la chose suivante. Ce que je vous permets de faire, c'est la chem. Je permets de faire, c'est la chem. C'est pour vous. Vous avez le droit de cuisiner pour vous. Pourquoi? Parce que le Yom Tov, la Torah veut qu'on soit dans la joie et donc qu'on peut se permettre d'avoir un bon repas pendant Yom Tov. Mais le fait que la Torah nous dit la chem, cela vient exclure. Que par exemple, si quelqu'un, on va dire un exemple, quelqu'un qui a un chien, d'accord? Ou il a un chat, ou il a un canari, ou il a un petit poisson rouge, d'accord? Et donc, imaginons-vous un instant qu'il a un chien, il veut donner à manger. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il a un chien avec, je sais pas, moi j'en ai pas, je ne sais pas vous dire exactement comment ça marche, mais j'ai un exemple. Hein. Il a de la viande avec un os. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va désosser l'os, pour donner au chien, l'os au chien, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait dans ce moment-là? Il a été boraire. Donc il n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que ce que la Torah a permis de faire, c'est seulement pour nous, parce qu'on doit manger. Mais pour les animaux, c'est interdit. Donc attention, n'imaginez pas que tout est permis en Torah. Tout est permis dans l'optique d'obtenir un repas pour profiter du repas pendant Yom Tov. Nous les Juifs, c'est ça qu'on a le droit de faire. Et donc, de la même manière qu'on n'a pas le droit de faire pour autrui,
et ce qui va être difficile, la halakha qui va suivre, va être très difficile, mais on va trouver des solutions. C'est qu'en réalité, la Torah a permis de faire seulement lorsque on prend un repas collectif. Mais si on fait pour quelqu'un qui ne fait pas partie de notre club, alors on n'a pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce que automatiquement, la melacha ne se fait pas lachem. Lachem, velo legoïm. Lachem, donc ça vient exclure. Et donc, imaginez-vous un instant, et c'est ça la fameuse question rien qu'aujourd'hui, déjà 3 personnes m'ont posé cette question. Trois personnes m'ont demandé la même question à des heures un peu différentes. C'est qu'ils veulent inviter une personne pendant Yom Tov, mais malheureusement, cette personne-là n'est pas pratiquante. Et donc, non seulement elle n'est pas pratiquante, mais même elle est anti. Est-ce que j'ai le droit de l'inviter pendant Yom Tov à mon repas de Yom Tov? Pourquoi? Parce que, a priori, non, parce que ceux qui font Yom Tov, alors on va faire des mlachot pour ceux qui font Yom Tov. Mais ceux qui ne font pas Yom Tov, pourquoi voulez-vous que je travaille pour quelqu'un qui de toute façon, il n'adhère pas à mon système de vie? C'est interdit, lachem, seulement lachem c'est permis, lachem, vraiment pour vous, et pour ceux qui ne l'ont pas. Alors la réponse est la suivante, c'est qu'il faut différencier les cas de figure. Ça dépend de qui il s'agit. S'il s'agit de quelqu'un qui est malheureusement égaré, pourquoi? Parce qu'il est égaré. C'est une personne qui malheureusement ne connaît pas la Torah. Ce qu'on appelle dans la halakha Tinok, Shenishba, Leben ou Motaolam. C'est comme un enfant qui a été pris en captivité et il n'a jamais connu ses parents, il s'est retrouvé dans un monastère, je ne sais pas, et de cette manière-là, il n'a pas connu la Torah. La Torah, sur ça, elle dit qu'on a lui le droit. Pourquoi? Parce qu'un Tinok, Shenishba, c'est pas sa faute. Pourquoi il ne fait pas la Torah? C'est pas parce qu'il ne veut pas la faire, c'est qu'il ne sait même pas qu'il est juif. Même s'il sait qu'il est juif, il ne sait même pas c'est quoi être juif. Dans ce cas-là, ça ne pose pas de problème. Mais le problème qui se pose, ce sont pour des gens qui malheureusement connaissent la Torah et ne veulent pas faire la Torah. Ça, c'est plus difficile. Et même sur cela, dit le Radonish, dans Yoredea, il dit, puisque c'est pas évident, même quelqu'un qui a vécu dans une famille religieuse, qui a vu son père, sa mère, ses frères, ses sœurs faire le Shabbat, et soudain lui, il décide de ne plus faire le Shabbat. Il faut toujours réfléchir, mais pourquoi il ne veut pas faire le Shabbat? Est-ce qu'il ne veut pas faire le Shabbat parce qu'il est anti-Shabbat, ou bien il ne veut pas faire le Shabbat parce qu'il n'a pas trouvé de plaisir dans le Shabbat? C'est une grande différence. Parce que, dit le Radonish, il faut un Moshav Bedin, il faut réfléchir. Pour le Mochiar, il faut savoir, est-ce qu'on a su lui montrer la beauté du Shabbat? Et sur ça, c'est pour ça que le Rav Eliashiv disait que même, par exemple, les gens qui venaient de Russie, à cette époque-là, lorsqu'il y a eu l'IA en Israël des Russes, il a dit 98% des Juifs, bon, il y a des goïs, mais 98% des Juifs, ce sont des Tinok qui nisent pas. Ils connaissent pas. Et même ceux qui ont entendu, c'est pas considéré, donc en réalité. Mais si on va prendre maintenant les 2% des Juifs qui sont anti, ils connaissent toute la Torah, ils disent, je sais, moi je connais le Rabbi Schreiber, je connais le Ksot, je connais le Tivot, je connais tout ça, mais malgré tout je ne fais pas. Ça fait shalom. Alors eux, c'est ça le cas. Sur ce cas-là, on a un petit problème. Alors comment faire dans ce cas-là? Alors sur ça, il y a le système qu'a donné le Mishnah Bora, un système ingénieux qui dit la chose suivante. Tout simplement, ce qu'il faut faire, écoutez bien, ce qu'il faut faire, c'est avant Yom Tov, si on a un invité comme ça qui se profile devant nous, on ne peut pas esquiver, qu'est-ce qu'il faut faire? On a la possibilité, avant Yom Tov, de prendre la partie, on va dire, son repas, bon, on peut prendre plus, mais en tout cas pas moins, son repas, et on va donner à une tierce personne, on va lui dire, voilà, tu prends ton repas, on va donner, voilà, tu es Magdia, et tu es Zoché, ce repas pour cette personne-là. Comme ça, c'est pas que moi je vais faire cuire pour lui, c'est son repas, lui déjà, il est déjà là son repas. Donc si le repas est déjà là, ça ne pose aucun problème. De cette manière-là, on trouve le système de se débrouiller pour ne pas, transgresser cette halakha qui veut que l'achem et pas seulement pour l'achem. Et maintenant encore une dernière halakha. Imaginons-nous, c'est une autre question qu'on m'a demandé aussi, c'est imaginons-nous que quelqu'un arrive et on n'a pas invité personne. Soudain, il y a un monsieur qui tape à la porte, un non-juif, il tape à la porte
et vous ne pouvez pas le mettre dehors. Vous pouvez pas le mettre dehors, vous devez rentrer, vous rentrez. Et il veut, vous êtes obligé de lui donner un café, quelque chose, vous allez lui servir quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Dit la halakha que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire 2 cafés. Il en demande un, faites-en 2. Les juifs sont toujours très... On vous en demande un café, vous allez lui servir 2 cafés. Un pour lui et un pour vous. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est marbé beshiurim, ça n'a pas un sourd. Tout ce qui est un sourd, c'est seulement de faire que pour lui. Mais si je prends une plus grande quantité, je fais pour moi, il en reste un peu, je donne à quelqu'un d'autre, ça ne pose pas de problème. De cette manière-là, on est tranquille par rapport à la mitzvah de l'achem. Donc on a bien compris le système. La Torah n'a pas permis qu'on a le droit de cuire Yom Tov. Non, de cuire Yom Tov. On a le droit de cuire seulement et uniquement pour la fête de Yom Tov. Et d'ailleurs, je continue et je dis simplement, attention, on ne fait cuire seulement que pour le Yom Tov. Mais celui qui veut se dire, ah, si aujourd'hui c'est permis de cuire, moi, Motsai Yom Tov, je fais des fiançailles. Moi, je fais une petite fête. Je fais la coupe des cheveux de mon fils. Alors, si ou bien je prépare Shabbat, ou bien je prépare Yom Tov Sheni. Le deuxième jour, j'ai pas le droit de faire ça. Je fais mon repas que pour la fête. Et j'ai pas le droit de dire, attends, si déjà c'est permis, autant faire, je passe une bonne matinée, je fais tout le repas, et le premier jour, et le deuxième jour, et de Shabbat, et je prépare déjà aussi pour les gâteaux, pour la petite fête. Tout ça, c'est interdit. On a le droit de faire que pour le jour. On appelle, on a le droit de Mechin, Yom Tov, Lechol, et non plus Yom Tov Rishon, Yom Tov Sheni, puisque Yom Tov Sheni, par rapport à Yom Tov Rishon, on considère qu'il est Alors le problème, Rav Rossi, c'est que d'après ce que vous dites, on a donc 2 jours de Shavuot. Et si on a bien compris, la sortie des étoiles, le premier jour, la fin du premier jour, c'est à 22h40 à peu près, un peu avant. Donc on va commencer à cuire à 22h40 pour manger à 23h30 au minuit. Alors, ça c'est une très bonne question parce que là c'est vrai que les horaires de Paris, c'est mamache. C'est une catastrophe. C'est pour ça qu'il faut habiter en Israël. Moi, je vous dis, en Israël, le max. Alors, ils ont ajouté l'heure d'été. Avant, dans mon époque, quand j'habitais là-bas, il n'y avait pas d'heure d'été, c'était le maximum, c'était 19h30. Aujourd'hui, on est à 20h30 le maximum. Bon, mais c'est encore jouable. Mais aujourd'hui, évidemment, on est dans des horaires qui sont Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, pour répondre, qu'est-ce qu'on peut faire? Écoutez bien qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a la chose suivante. Il y a le système de cuire dans la même casserole le double de la quantité, sans dire que je le fais pour le Yom Tov Sheni. Ça veut dire comme ça, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Lorsque vous faites une seule cuisson, parce que c'est quoi le issour? C'est de prendre la casserole et de mettre sur le feu. Mais si une partie de ce qui est à l'intérieur, de toutes les manières, doit être sur le feu. Donc, à faire une différence, je prends une cocotte de 6 litres, ou bien je prends une cocotte de 8 litres, ou bien je prends une cocotte de 12 litres. Parce que l'action de prendre la casserole et de la mettre sur le feu, c'est exactement la même. Donc, si après ça cuit tout seul, c'est pas mon problème. Donc, s'il y a maintenant pour une soupe, 2 soupes, 3 soupes, ça ne me dérange pas. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de dire, ah, regardez les enfants, on va préparer le repas de demain. Ça, c'est interdit. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Mais on peut rajouter une quantité, on va multiplier par 2 pour avoir le repas et du premier jour et du deuxième jour. Mais il ne faut pas le dire. Mais évidemment, on n'a pas le droit de faire un repas spécial, un mets spécial pour le Yom Tov Sheni. Mais malgré tout, pour ceux qui n'attendent pas la nuit pour manger le deuxième Yom Tov et qui se permettent de manger déjà après le Plag HaMincha ou bien après la Shkia déjà. Donc, on peut se considérer que lorsque ils vont faire cuire le Yom Tov Rishon pour le repas du deuxième Yom Tov, il y a encore le Yom Tov Rishon. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui fait, par exemple, la nuit, c'est à 22h37. Ok? Si nous, on finit la tefila, on va dire à 20h. On rentre chez soi, 20h30. Et on prend le repas à 20h45. 20h45, c'est encore le Yom Tov Rishon.
Donc si tu as le droit de faire cuire quelque chose pour que tu manges pendant le Yom Tov Rishon, donc on a carrément le droit de le faire. Ce qui est interdit de faire, c'est si tu as fait cuire le Yom Tov Rishon, tu n'as pas le droit d'attendre la nuit pour manger. Ça, tu n'as pas le droit de le faire. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut manger. Ceux qui veulent pas attendre la nuit, il faut qu'ils mangent le repas qu'ils ont cuit le premier jour du Yom Tov pendant le Yom Tov Rishon. Et ne pas attendre que la nuit, elle tombe pour manger. Parce qu'après, il s'avérera que tu as cuit des aliments le Yom Tov Rishon. Pour le Yom Tov Sheni, tu as cuit, disons, on va dire, à 19h, et tu le manges à 23h. Mais le repas que tu as cuit à 19h, tu n'as pas le droit de le manger à 23h, parce que celui-ci, il a été fait que pour le Yom Tov Rishon. On a bien compris qu'il y a deux possibilités. Ou bien, on fait le repas, on cuit dans l'après-midi, et on le mange encore dans la journée. Ou bien, carrément, on fait un plat, on prend une casserole assez grande, et on met le double de la dose pour avoir et le premier Yom Tov Rishon et le Yom Tov Sheni. Alors on est bien d'accord, quand même si on a fait Arvit après le plag, donc a priori ça veut dire qu'on a déjà commencé le deuxième jour, on a quand même le droit de cuire dans l'après-midi, sachant qu'on va le manger avant le coucher du soleil, mais après Arvit. Ouais. C'est quand même permis. On a le droit de faire ça. Et d'ailleurs, non seulement on a le droit de faire ça, mais on a le droit aussi d'allumer les nérodes de Yom Tov Sheni après le plag Hamikra. D'accord, on allume le Yom Tov. Parce qu'on n'a pas besoin d'attendre la nuit pour allumer les nérodes de Yom Tov. On peut, pour ceux qui font ça. Mais évidemment, c'est beaucoup mieux toujours d'attendre le deuxième jour. Ça, c'est évidemment d'attendre carrément que le deuxième jour. Parce que dans ce système-là, il est super bien. Seulement, il s'avère que Yom Tov Sheni, on n'a rien mangé. Parce que si tu dois tout manger avant la nuit, donc arriver la nuit, c'est-à-dire maintenant arriver la fête, tu n'as rien mangé. Donc, qu'est-ce que tu as mangé? J'ai rien mangé. Tu es resté sur ta faim. Et donc, c'est pour ça que, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, écoutez bien ce qu'on fait. Alors, on va tout manger comme ça, et on va attendre la nuit, et quand la nuit est tombée, on essaie de manger au moins un petit morceau de pain, un petit quelque chose. Parce que sinon, il s'avère, ça veut dire qu'à Amazon, tu es parti à dormir, il est même pas encore arrivé la nuit. Donc, le Yom Tov, ou ton kiddush, tu n'as rien fait, il ne se passe rien, quoi. Il ne se passe rien. Si on a fait kiddush, c'est Yom Tov. Oui, mais c'est le kiddush de Yom Tov Sheni, mais qui était dans le Yom Tov Rishon. Donc en réalité. Mais il faut manger dans le Yom Tov Sheni, comme c'est écrit dans le Taz. Le Taz, il dit qu'il faut être Mechabed le Yom Tov Sheni. Et pas simplement la Tosefet de Yom Tov Sheni, donc qui est le Yom Tov Rishon. Il faut respecter le Yom Tov Sheni. Alors, on peut évidemment prendre un kazaï, comme on a dit, de pain après la sortie des étoiles, ou bien on pourrait manger 2 repas le lendemain. Ce serait aussi. Parce que vous voulez aussi comme ça aussi, de 2 repas Yom Tov. Parce qu'il y a 2 repas Yom Tov. Oui, non, mais il n'y a pas de tashlomim dans la Yom Tov. Ça va, il n'y a pas de tashlomim, parce que le lendemain dans la journée, la journée c'est Yom Tov Sheni. Oui. On prend 2 repas. Oui, on peut faire comme ça. C'est comme quelqu'un qui a oublié de faire kiddush Yom Tov la nuit, et il peut faire la journée. Pardon. Alors, juste, nous allons parler maintenant un petit peu du feu. L'allumage donc, de différentes bougies. Donc on sait qu'on a le droit d'allumer à partir d'un feu déjà existant. Alors je vais prendre un exemple d'une question qui me vient. Si par exemple il y a le feu qui s'est éteint, souvent ça arrive des fois des petits accidents, qu'est-ce qu'on fait? On a dit qu'on n'a pas le droit de craquer une allumette, on n'a pas le droit d'allumer un feu. On fait comment? Et puis aussi on peut poser la question évidemment du gaz, si on a des réchauds à gaz, et puis comment l'éteindre? Est-ce qu'on a le droit d'éteindre le feu? Voilà, ces questions. Écoutez, il y a beaucoup de choses à apprendre. Bon, j'espère que vous n'êtes pas pressés parce qu'on finit à 2h du matin. C'est bon là pour vous? Elles ont la nuit devant elles. Alors, écoutez bien. Alors, en réalité, la question qu'on se pose à Yom Tov, c'était comment se fait-il qu'on n'a pas le droit d'allumer une allumette? On n'a pas le droit d'allumer un feu. Je ne comprends pas. Si on a le droit de faire cuire, qui est vraiment la melacha de Mamash Minatora. Minatora, c'est celui qui fait cuire Shabbat, quand le Shalom il fait une grande avera. Yom Tov, c'est permis. Alors, allumer une allumette, c'est rien par rapport à faire cuire. C'est un chouïa par rapport à cuire. Alors, pourquoi allumer, j'ai pas le droit, et cuire, j'ai le droit? Le contraire, j'aurais dit le contraire. Allumer, t'as le droit, cuire, t'as pas le droit, parce que cuire, c'est pire qu'allumer. La réponse, c'est qu'il faut comprendre une chose.
c'est que la Torah, lorsqu'elle a permis de faire cuire, elle a dit, dans la cuisson, il y a deux parties. Il y a les préalables de la cuisson, et il y a la cuisson en elle-même. C'est ce qu'on appelle dans la Gemara les marchirés ochel nefesh, et il y a le ochel nefesh. Ce que la Torah elle a permis, c'est la cuisson, parce que tu cuis, tu te kiffes, tu vas manger. Mais maintenant, si je veux dire, tu sais quoi, je vais aller acheter à Auchan une gazinière. Ah non, mais non, ça ne marche pas. Mais il faut l'acheter à l'avance. Mais dis quoi, c'est mieux, je vais la fabriquer en Chine, une gazinière, je vais aller en Chine, je prends l'avion, je vais en Chine, je fabriquer un four Soltès, et je me l'amène ici, et après je vais faire cuire. Mais ça, c'est des préalables. Ça, c'est les préalables, c'est pas la cuisson. Tu vas t'acheter, tu vas ceci, tu vas faire cela, tu vas faire cela. Et donc, puisque, en réalité, allumer le feu, il fallait déjà s'y prendre à l'avance. C'est marcher au chef Shala, Sotam Nerev Yom Tov. Tu aurais pu le faire ça avant. Donc pourquoi tu le fais maintenant? Et donc, dit la Plavoskine, ça c'est interdit. Mais par contre, la cuisson, vous allez me dire, la nature aussi. Non. Parce qu'un repas qui est cuit Yom Tov, ça n'a rien à voir, ça n'a pas la même goût sous le palais qu'un repas qui a été pris Erev Yom Tov. Imaginez-vous, prenez quelque chose au congélateur, sortez des chalotes du congélateur et des chalotes que vous venez sortir du four pendant Yom Tov, vous allez voir la différence. Un repas congelé, c'est pas vrai qu'un repas frais. On est bien d'accord? On est d'accord pour ceux qui ont des goûts dans le palais. Bon, c'est vrai, il y en a qui sentent rien. Ils mangent, quand dans le de vina, on leur donne manger ça au passage, c'est le même prix. Mais pour les personnes qui ont cette finesse, donc ils vont bien comprendre, on comprend bien la différence qu'il y a entre un repas qui est frais ou un repas qui traîne, par exemple, un repas qui traîne 3 jours dans un frigidaire. Eh ben c'est pas bon. Hein. Bon, on le mange quand même pour la pâtisserie. Mais voilà. Et donc la Torah elle a dit non, un bon repas. Besamarta bechagecha. Mais le feu, l'allumette, le feu, si tu le laisses 2 jours, t'as ton allumette, tu laisses une bougie, un bougeoir, tu laisses un truc, ner, neshama, tu laisses pendant 24 heures, ça ne dérange personne. Ça ne va pas altérer le goût. Ça n'altère pas le goût. Donc c'est ça qui est interdit pendant Yom Tov. Donc on avait compris ça. Donc on a bien compris maintenant qu'on n'a pas le droit de créer une lumière, puisque cette lumière elle aurait pu être créée largement et Erev Yom Tov. C'est vrai qu'il y en a qui disent que c'est la chose de Molid, mais Molid ça n'a pas été permis pendant Yom Tov, mais on va prendre cette explication. Maintenant écoutez bien, parce que ça, je crois que si le Rav il a fait ce cours-là, je crois rien que pour ce que je vais dire maintenant, ça valait la peine. Parce que je pense que malheureusement, il y a tellement de gens qui font Chas Shalom, des fois ils sont tellement méticuleux sur chaque point, mais ce point que je vais dire maintenant, malheureusement, il y a beaucoup de gens, j'ai beaucoup de retours des gens qui font pas bien cette halakha, et c'est quelque chose qui est sans équivoque. C'est pas marloquette, c'est pas svek-sveka, n'est-ce pas chez Béchat Atrak, ou bien Béchat. Non, c'est assourd. Je vais vous expliquer pourquoi. À l'époque, comment on faisait cuire? On faisait nos pères, nos grands-pères, nos grands-pères, tout ce qu'on faisait. On avait du gaz, on avait, etc., du charbon au départ, du bois, etc., aujourd'hui du gaz, et on faisait cuire nos plats sur des gazinières. Aujourd'hui, de moins en moins, on utilise le système du gaz. Aujourd'hui, le système, c'est tout ce qui est électrique. Que ce soit des plaques électriques, que ce soit des plaques à induction, que ce soit des plaques qui sont basées sur métro-céramique, toutes ces choses-là. Mais ça, il faut faire attention à votre taille. Il faut savoir attention. Ça, il n'y a pas de moyen ni de l'allumer, ni d'augmenter, ni de l'éteindre. Parce que autant que lorsqu'on a un feu qui fonctionne avec le gaz, on a le droit de l'allumer, et après on a le droit d'augmenter et pas d'éteindre. Mais tout ce qui est électrique, on n'a pas le droit d'allumer, et même si c'est allumé, on n'a pas le droit d'augmenter, c'est ça l'erreur. Malheureusement, les gens ils imaginent, bon, ils ont par exemple une plaque de cuisson, alors elle est à 2, tac, il passe à 3. C'est pas grave, on a le droit d'augmenter, mais on n'a pas le droit de diminuer. Mais c'est une erreur, parce que ceux qui connaissent comment ça fonctionne, comment ça marche, il y a des résistances à l'intérieur. Quand tu allumes 1, c'est 2. Lorsque tu allumes 1, c'est une résistance. 2, c'est 2 résistances. 3, c'est 3. C'est une autre qui s'allume. Ça ne s'allume pas de la première. C'est pas que tu vas augmenter la puissance
de la première résistance qui est à l'intérieur. Et donc, il faut savoir qu'une plaque, lorsqu'on a une plaque de cuisson électrique, c'est banni. On met le système sur 2, sur 3, sur 4, on veut avoir le temps et on laisse allumer. Il n'y a pas de moyen, on verra, il n'y a pas de moyen ni de l'augmenter ni de l'éteindre. Sauf, évidemment, si vous mettez une minuterie. D'accord. Et maintenant, je compte la deuxième halakha, et celle-là encore pire que la première, c'est que, vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les plaques d'induction. Ceux qui ont des plaques d'induction pendant Yom Tov, c'est impossible d'utiliser. Il faut savoir, il faut faire une croix. Il faut un X. Il faut faire. Non, parce que comme il est en Israël, je me suis dit. Surtout. Mais le chod. Alors je dis simplement qu'on peut faire un X là-dessus. Pourquoi? Parce que, comment ça va? Vous connaissez le système, vous mettez, ça se met en marche. Vous enlevez, ça s'éteint. Vous posez, ça se met en marche. Vous enlevez, ça s'éteint. Donc ça ne marche pas, on peut pas l'utiliser ça. Ça, c'est banni. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'acheter par exemple, c'est un beau cadeau. Voilà, c'est un beau cadeau. Voilà. On peut faire ça. Un beau cadeau aussi pour sa femme. On peut acheter ça, quelque chose de sympa. C'est moins de 100 euros. C'est moins de 100 euros. Pratique. Et on peut avoir de cette manière-là. Réchaud électrique. Mais attention, encore un troisième point. On peut mettre sur minuterie. C'est ça qu'il faut faire. Parce que bon, il y a beaucoup de tout ce qui est électrique. C'est bien, c'est facile. On met sur minuterie pour l'éteindre et après on met sur minuterie pour le rallumer. On n'a pas besoin de laisser pendant 48 heures. Voilà. On fait des économies d'énergie. Donc on mettra la minuterie, s'éteint, ça s'allume, s'éteint. Maintenant, il y a encore un point qui aussi beaucoup de gens ne le savent pas. C'est on dit bon, mais tout ce qui est gaz, c'est thermique. Parce que le gaz, tu as le droit, tu prends une flamme déjà existante, tu la mets, ça s'allume, après tu augmentes, et voilà, et tu le laisses comme ça. Après on verra comment on fait pour les flammes. Mais attention, parce qu'au départ, lorsque vous allez tourner, souvent dans les nouveaux gazinières à gaz, lorsque vous tournez le bouton, vous allez entendre un déclic. Vous avez compris? Ça, c'est des étincelles. Ça fait des étincelles. Ça, c'est l'allumage, ce qu'on appelle ça l'allumage automatique. L'allumage automatique, c'est interdit pendant Yom Tov. On ne peut pas allumer ça. On ne peut pas l'allumer. Ça veut dire, vous avez allumé une flamme, vous avez allumé un gaz avant Yom Tov, ok. Quand vous avez allumé un petit, vous voulez rajouter quelque chose, vous ne pouvez pas. Parce que même si ça prend du feu, vous allez le mettre, mais vous allez tourner, en tournant, automatiquement, il va avoir une étincelle. Ça, c'est interdit par Yom Tov. Ça, c'est assourd. Donc, on n'a pas le droit d'utiliser ce système-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, ce que j'ai fait chez moi à la maison, c'est qu'en réalité, comment ça marche? Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, c'est dans ces gazinières-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un fil qui est raccroché à l'électricité. Simplement, ce qu'il faut faire, avant Yom Tov, il faut retirer la prise, il faut retirer ce système-là. Donc après, ça marche. Seulement, ils ont rajouté un système électrique sur le système de gaz. Donc il faut retirer simplement ce système-là. Après, ça marche. Vous comprenez? Après, on peut tourner, c'est rien que du gaz qui rentre et du gaz qui ferme. On ferme le gaz, bien on augmente. Voilà donc, maintenant, comment faire pour éteindre? Alors, on a bien expliqué que pour ce qui est électrique, c'est facile, parce qu'on peut prendre une minuterie, mais ce qui est le gaz, c'est difficile. Alors c'est vrai qu'on peut acheter aujourd'hui une minuterie à gaz. En tout cas, en Israël, c'est très courant que les gens utilisent des minuteries à gaz. Pas ici, je n'ai pas vu que les gens utilisent ça. Je ne connaissais pas ici. Non, je ne connais pas, ça n'existe pas, mais en Israël, c'est très très connu, ça s'appelle Shaon Gaz. Shaon Gaz. Mais il y a maintenant une discussion. Comment faire pour éteindre un feu pendant Yom Tov, pour ne pas le laisser comme ça allumer pendant 48 heures. Alors écoutez bien, sur ce, on a deux avis. Le premier avis, c'est celui du Shulchan Aruch. Celui, il préconise la chose suivante. Kibouy esh beyom tov, c'est assourd. Mais gramme kibouy beyom tov, c'est moutar. Il dit, de l'éteindre comme ça, c'est pas le droit. Éteindre, c'est pas le droit d'éteindre. Mais d'être gorem, que la chose ça va s'éteindre, tu as le droit de faire ça. Je vais mettre
je vais mettre de l'eau, je vais mettre une petite casserole avec de l'eau, je vais la laisser bouillir tout seul, et automatiquement elle va bouillir, et hop, l'eau elle va déborder, et elle va éteindre le feu. Dans ce cas-là, dit le Shulchan Aruch que c'est moutard. Le Magen Avraham dit non, on n'a pas le droit de faire ça. On a le droit de faire ça seulement comme Seda. Seulement si vraiment tu risques il fait trop chaud, ou bien tu risques avec les enfants, ou bien c'est dangereux, etc. Tu as le droit de faire. Mais simplement pour gagner 5 euros, parce que ça va coûter en tout ce gaz, allez, 10 euros, 20 euros, tu n'as pas le droit de faire ça. Sauf évidemment quelqu'un qui ne peut pas se permettre de dépenser 20 euros. C'est comme Seda. Il y a peut-être un danger aussi. Il faut comprendre que de laisser un gaz allumé, c'est très dangereux. Exactement. Alors, pour tout ce qui est danger, enfant, si par exemple, des fois, vous avez des enfants, vous le laissez comme ça allumé, vous allez savoir ce qu'il va faire un enfant, etc. Tout ce qui est danger, enfant, ou bien pour une perte conséquente. Il y a des gens, 20 euros, c'est beaucoup d'argent, ils ne peuvent pas se permettre de perdre tellement d'argent. Dans ce cas-là, tout le monde se met d'accord qu'on a le droit de faire ce système. Mais seulement, gramme qui bouille, pas ma mâche l'éteindre. On a le droit de faire gramme qui bouille. Évidemment, ce qu'on peut faire aussi, c'est demander gentiment à son voisin de passer par là et de l'éteindre. Parce que Amira la Hakoum, pour être des remèdes, on a le droit de dire d'éteindre. On n'a pas le droit de dire d'allumer, on a le droit de dire d'éteindre. Parce que ce qu'on n'a pas le droit de faire, Yom Tov, ainsi que Shabbat, c'est de lui dire de faire quelque chose de positif, de créer quelque chose. On dit, allez, allume-moi la lumière. Allume le masgan, allume le four, fais ceci, fais cela, ça c'est interdit. Mais de dire éteins la lumière, éteins le gaz, et ça c'est permis parce que c'est quelque chose qui est négatif. Et donc, de lui dire de faire cette chose-là, Béhémez, en disant, écoutez, je suis israélite, nous on n'a pas le droit d'éteindre le feu, voilà, on a un problème, c'est allumé, on ne sait pas quoi faire. Je comprends pas, mais éteignez-le. Alors, je vous raconte une histoire. Je vous raconte une histoire qu'une fois, on était. C'était le soir du Seder. C'était le soir du Seder, et malheureusement, on avait oublié d'enlever la lumière dans le frigidaire. Et il y avait tout le Seder dedans, il y avait tout pour manger, comment on va faire? Bon, on est parti chercher un goy, bon, c'était difficile à trouver. En fin de compte, on est arrivé, un goy, il est venu avec sa femme, il était en train de se promener. Alors, il dit, écoutez, c'était une personne qui était très, on va dire, très respectable. Alors il dit, on leur a expliqué que voilà, nous on est israélites, le frigidaire, on ne peut pas l'ouvrir parce qu'il y a une lumière. Alors il dit, vous êtes israélite? Je dis, oui, on est israélite. Alors il me dit, je ne comprends pas. Dans la Bible de Moïse, on ne parle pas d'électricité. Je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est pas écrit. Hein. C'est pas écrit dans la Bible de Moshe qu'on n'a pas le droit de toucher l'électricité pendant la fête. C'est un connaisseur. Mais mon cher, moi c'est bac plus 10. Vous avez lu la Bible. Moi j'ai fait la Bible bac plus 10. Dans la Bible, c'est lui écrit. Ah bon? Il me dit, oui, comment c'est écrit? Je dis oui. Parce que vous savez, je parlais du Chazonish, je dis, vous savez, on n'a pas le droit de construire, à dire, je sais qu'on n'a pas le droit de construire, mais je savais, je sais que les gens Bible, eh bien, vous savez que d'éteindre la lumière, allumer la lumière, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique un circuit électrique, ou bien on défait un circuit électrique. C'est interdit. Ah oui, j'ai appris quelque chose, je vais vous ouvrir le frigidaire. Il a regardé. Alors justement, si par exemple on a notre lumière qui s'est éteinte, on avait prévu d'allumer les bougies avec, donc elle s'est éteinte, est-ce qu'on a le droit de demander à un non-juif de l'allumer? Et deuxièmement, comment est-ce qu'on éteint, est-ce qu'on a allumé les bougies de Shabbat, de Yom Tov du deuxième jour, comment est-ce qu'on fait maintenant pour éteindre la bougie qui nous a permis de les allumer? Alors voilà, alors la dernière question, comment on fait? Attention, parce que comme j'ai dit à un instant, on a le droit d'allumer, mais on a le droit d'éteindre. Alors ce qu'il faut faire, il faut être très délicat, c'est pour la Dlakat Nerot du deuxième jour. Le premier jour, c'est pas un problème parce qu'on fait la bracha. Donc, c'est vrai aussi pour ceux qui fument, par exemple. On parlera peut-être si on a le temps de fumer pendant Yom Tov. Mais en tout cas, lorsqu'on a entre les doigts, entre les mains, une allumette, il faut faire très attention de ne jamais faire cette action-là, c'est à savoir d'éteindre. Il faut tout simplement poser délicatement l'allumette sur évidemment un endroit qui ne prend pas feu, sur une assiette,
sur un truc en fer, et de la poser et de le laisser tranquillement s'éteindre. Tout le problème, et ça prend un certain temps, une seconde, 2 secondes, ça s'éteint. Mais il ne faut pas faire ce qu'on appelle éteindre, et voilà, kibouille, parce que le kibouille est interdit pendant Yom Tov. Tout ce qui est éteindre, c'est interdit. Tout ce qui est allumé, c'est permis d'une flamme déjà allumée. Maintenant, je voulais vous raconter une histoire qui s'est passée depuis déjà de nombreuses années, à l'époque du Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein, il était un grand rav en Amérique. C'était un méga rav. C'était, je sais pas. Rav des Rabbanim. Voilà, exactement. Le rav des Rabbanim, exactement. On disait à l'époque que celui qui veut devenir rav, c'est facile. Il doit prendre 2 choses. Que, premièrement, toutes les questions, le numéro de téléphone par cœur de Rav Moshe Feinstein. Pour avoir la smicha, tu dois prendre le numéro par cœur, tu dois le savoir par cœur. Et deuxièmement, tu dois savoir que Shabbat, tu n'as pas le droit de téléphoner à Rav Moshe Feinstein. Si tu connais ces 2 choses-là, tu es devenu rav. Tu peux devenir un méga rav. En tout cas, le Rav Moshe Feinstein, il s'est demandé la question suivante, et ça a fait boule de neige, jusqu'à aujourd'hui. C'est le sujet qui est le plus débattu dans les Beth HaMidrashot, quant au sujet de Yom Tov, à savoir, qu'est-ce que je fais? Écoutez bien, maintenant je suis en train de cuisiner, ok? Donc moi j'ai déjà un feu qui est en train de faire cuire ceci. Et puis j'ai décidé de faire un bon plat pour Yom Tov, mais pour que, comme vous le savez vous-même, pour que le plat il soit réussi, il faut le faire mijoter. On ne peut pas faire mijoter un plat sur un feu qui est très puissant. On est obligé de faire cuire ce plat-là sur un feu très bas. Et je le laisse comme ça 1 heure, 2 heures, après le plat il est mijoté, d'accord? Maintenant j'ai qu'un feu qui est très puissant, il est vide. Et moi j'ai ma casserole. Et je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Si je le pose sur ce feu-là, au bout de 10 minutes il va brûler. Ça, c'est pas ça mon intérêt. Qu'est-ce que je fais? Écoutez bien, est-ce que je diminue l'intensité de la première flamme, du premier feu, ou bien je vais allumer un deuxième gaz qui est plus petit, et dans ce cas-là, je pourrais le faire mijoter ma casserole sur le deuxième feu. Dit le Rav Moshe Feinstein, écoutez bien, puisque ici c'est Tzorer Ochel Nefesh, je ne vais pas diminuer pour éteindre, je diminue pour mijoter. Donc dit-il, il n'y a aucune différence entre réduire la flamme ou bien allumer une deuxième flamme. Dans ce cas-là, j'ai le droit de diminuer l'intensité de cette flamme-là et le laisser mijoter là-dedans. Et j'ai pas besoin d'allumer un deuxième feu. Alors, voilà, c'est ça le chidouche. Et ça, il a écrit lorsqu'il était encore un jeune rave. Puisque le rave des raves, à l'époque, était que rave. Après, il est devenu le rave des raves. Mais en tout cas, à l'époque, c'était déjà, il y a beaucoup d'années, nombreuses années, il a écrit ça. Et depuis cette époque-là, ça fait que boule de neige. Il a dit, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que faire ce système-là, tu vas éteindre, tu vas diminuer. Diminuer, c'est une action qui n'est pas Ochel Nefesh. Bon, mais toi, tu as trouvé un système qui s'appelle Ochel Nefesh. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois allumer un deuxième feu. Parce qu'en allumant un deuxième feu, c'est ça Ochel Nefesh. Tu veux cuire, c'est-à-dire quoi? Tu allumes un feu pour cuire. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Tu éteins. Éteindre, c'est jamais quelque chose de positif. Et donc, voilà, on a ces 2 avis-là, comment faire pour gérer cette situation. Voilà, pardon. Alors, une lampe halogène, l'augmenter ou la baisser, c'est permis? Interdit, Gandon. D'accord, parce que aussi. Halogène, c'est interdit. C'est aussi, vous savez, on met comme ça, on met des mains, et ça fait des trucs qui sont. C'est le photographe qui capte les mains et qui augmente l'intensité. On pose comme ça. Voilà. C'est interdit d'augmenter ou de réduire l'intensité d'une lampe. Tout ça, ça va être. Ça augmente la flamme et ça la baisse, l'eau chaude. Comment? L'eau chaude, quand on allume l'eau chaude, il y a une petite flamme et ça l'eau chaude, ça augmente. Alors, on parle d'un chauffe-eau, Ah, d'un chauffe-eau, oui, mais évidemment, on n'a pas le droit après d'éteindre. Non, parce que la flamme elle reste, même si on éteint. Voilà, il y a un chauffe-eau, il y a une lame, et lorsqu'on prend l'eau chaude, la flamme, elle va grandir pour réchauffer encore de l'eau. Ouais. Bon. Lorsque tu éteins, tu fermes. Non, il va allumer, il va juste allumer.
Tu vas laisser allumer tout le temps. Ouais, mais t'as un distinguo. Et non, t'as pas le droit. Pas éteint, Quand tu fermes, tu vas éteindre. C'est toujours une flamme qui reste. Oui, mais d'accord, on n'a pas le droit de diminuer. On a le droit d'augmenter une flamme, mais on n'a pas le droit de diminuer. On n'a pas le droit de faire ça. C'est quand tu montes, ça va. Voilà. Alors maintenant, nous allons parler de problèmes de portée pendant Yom Tov. Donc on sait qu'on a le droit de porter. Donc après, on a le droit de porter n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Est-ce que c'est le cas? Ou bien il y a des choses qui sont interdites de porter? Voilà, exactement, bravo. Alors là, c'est aussi, ça, je vais vous donner un petit livre de chevet. Vous prenez le Chagatarié. Ça ne va pas dormir avec lui. Prenez le Chagatarié. Donc il a à peu près 50 pages pour cette question-là. Mais je vais un peu résumer ce qu'il dit. C'est la chose suivante. Il y a une règle dans Yom Tov. Mitor she'utra letzorer ochen nefesh, utra she'lo letzorer ochen nefesh. C'est-à-dire qu'en réalité, Hachem, il savait très bien que pour pouvoir faire un bon repas, parce qu'en réalité, tout, c'est pour avoir un bon repas. Tout ce système-là, c'est pour faire la simcha. Bien qu'il fait Yom Tov. Bien qu'il fait Yom Tov. Il savait très bien que c'est impossible de pouvoir un bon repas si on ne permet pas aux personnes d'aller se procurer des ingrédients de base. Imagine-toi que tu veux aller prendre, voilà, tu vas chez quelqu'un, tu vas prendre des pommes, des oranges, tu vas prendre des fruits, des légumes, etc., de la viande, ça. Et n'oublions pas qu'à l'époque, il n'y avait pas de frigidaire, pas de congélateur, il n'y avait pas tout ça. Donc il fallait chaque jour, il fallait se procurer de quoi se nourrir. Donc la Torah, elle a dit, Mitor she'utra otsa'a letzorer ochen nefesh, utra nami shelo letzorer nefesh. En réalité, tout le système, ça a été mis en place pour qu'une personne peut se procurer de quoi se nourrir pendant Yom Tov. Mais seulement, comme Yom Tov, comme la melacha de Otsa, c'est une melacha qui n'est pas une melacha qui est, on va dire, spécifiquement, on ne voit pas la transformation qu'il y a dans la chose. La Torah, elle a dit mitor. Mitor chez outraze, outra chez osé. Ça veut dire qu'on a le droit, tout le monde le sait, c'est une melacha que tout le monde connaît, on a le droit de porter Yom Tov, pas simplement les aliments que tu veux manger. Tu vas chercher un aliment chez ta voisine, tu vas chercher un aliment chez ta mère, tu vas chercher un aliment chez ton beau-père. C'est pas ça le truc. On a le droit de porter pendant Yom Tov n'importe quoi, l'essentiel, même si c'est pas pour les fêtes. Comme par exemple, on a le droit par exemple de porter son bébé. On a le droit de prendre sa poussette et porter son enfant. On peut le prendre carrément sur les bras. On peut porter un bijou, même pour les hommes, que d'après je sais pas, on n'a pas le droit de bijou, c'est pas pour les hommes, c'est pour les femmes, on a le droit. Même pour ceux qui disent qu'on n'a pas le droit de porter une montre pendant Shabbat, mais Yom Tov, on a le droit de faire. Tout ce qui est porté, c'est permis pendant Yom Tov. Mitor, chez Outra, des fois Renefesh, Outra, Nami, chez Lol, des fois Renefesh. Mais, il y a un mais. Il faut seulement que ce soit les tzorer Yom Tov. Mais si ce n'est pas les tzorer Yom Tov, c'est interdit. Donc je prends un exemple. Si par exemple, vous avez, dans votre poussette de votre bébé, vous avez mis là-bas des couches, vous avez mis tout ce qui a besoin d'un bébé. Mais juste la veille de Shavuot, vous êtes allé à Auchan et vous avez un ticket de caisse qui est resté sur le truc du bébé là. Ça c'est interdit ça. Ça c'est interdit ça. Parce que ce qui est permis, tout ce qui concerne le Yom Tov, mais un ticket de caisse, ça n'a rien à voir avec Yom Tov. Donc en réalité, avant de sortir Yom Tov, il faut vérifier ce qu'il y a dans ses poches. Si ce sont des choses qui peuvent être même d'une manière lointaine, ils peuvent servir pendant Yom Tov, les chavot. Mais si on sait pertinemment que cette chose-là, elle ne sert pas pendant Yom Tov, non seulement elle ne sert pas, mais elle est anti-Yom Tov, je n'ai pas le droit de sortir avec. Vous comprenez ça?
Donc avant de sortir pendant Yom Tov, je dois vérifier est-ce que vraiment je n'ai que les choses qui sont nécessaires au Yom Tov. Et donc, on a bien compris, des tzorer, même quelque chose qui n'est pas tzorer nefesh, mais il faut que ce soit des tzorer Yom Tov. Maintenant, il y a quand même un bémol. C'est qu'on a une grande discussion entre le Shulchan Aruch et le Rama. Est-ce que c'est permis à utiliser ce système-là sans modération, ou bien qu'avec modération? Est-ce que c'est comme l'alcool ou pas? Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Parce que on a dit, on va prendre un exemple, l'exemple suivant. Est-ce que j'ai le droit de prendre, je viens ici à l'EF, faire ma tfila, ou bien je viens étudier un petit peu Shavuot, j'espère même beaucoup, etc. Je viens à Shavuot. Et est-ce que j'ai le droit de prendre les clés de mon appartement pour rentrer chez moi à la maison après le cours, après la tfila? Oui ou non? Est-ce que j'ai le droit de transporter mes clés dans ma poche? Évidemment, si je le mets avec une ceinture, ça ne pose pas de problème, parce que même Shabbat, j'ai le droit de le faire. Mais est-ce que pendant Yom Tov, j'ai le droit de le faire, oui ou non? Sur ce, on a une discussion. D'après le Rambam, le Shulchan Aruch, c'est permis, parce qu'on a permis au Tsar, on a permis sans aucune modération. Alors que le Rama, et comme ça il posait comme Mishnah Berurah, il dit non, c'est pas vrai. Il faut que ce soit les tzorer exacts. Mais là, en réalité, est-ce que tu as besoin vraiment de tes clés? Ah oui, j'ai besoin de tes clés. Mais non, tu peux dire à ta femme qu'elle te regarde, bon évidemment, tu dis qu'elle te regarde et qu'elle descend te chercher. Ou bien, tu peux très bien prendre une ceinture. Tu n'as pas besoin de mettre tes clés dans la poche. Tu n'es pas obligé. Sur ce, on a une discussion. D'après le Shulchan, on n'a pas besoin de rentrer dans ces considérations-là. Mais d'après le Rama, il disait seulement, c'est permis seulement si par exemple je sors de chez moi et après il ne faut plus rentrer. Alors comment voulez-vous que je fasse? Donc j'ai le droit de les porter. Mais si il y a quelqu'un qui est là-bas, je peux même les porter. Bon, peut-être je dois attendre encore, parce que le temps de l'appeler, qu'il descende et qu'il m'ouvre la porte, ça va prendre encore 5 minutes. Bon, mais c'est pas grave. Tu ne peux pas te porter grâce à ça. On a une discussion comment faire. Maintenant, mais il y a un cas où tout le monde se met d'accord que c'est interdit de porter quelque chose pendant Yom Tov. Écoutez bien le cas. Si par exemple, j'ai la clé de ma voiture, ou bien la clé de mon coffre-fort, mais évidemment, de quoi on parle? Du coffre-fort, le reste, c'est pas important. D'accord? Ou bien la clé, ou dans la chose qui est enfermée dans cet endroit-là, c'est des choses qui ne sont pas shabbatiques, qui ne sont pas Yom Tovdik, qui n'ont rien à voir avec ni Shabbat ni Yom Tov. C'est des trucs qui sont muktzeh. Par exemple, imaginez-vous que vous avez une armoire, à l'intérieur vous avez mis toutes sortes de choses, vous avez mis toutes des choses qui sont pas Shabbat, ça n'a rien à voir avec le Yom Tov et Shabbat. Ces clés-là, ceux-là, on ne peut pas les porter. Même si on considère qu'il n'y a pas de muktzeh, parce que c'est... À part le fait qu'il y en a qui disent que c'est pas muktzeh, mais même si on dit qu'il n'y a pas de problème de muktzeh là-dessus, mais malgré tout, c'est interdit. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Otsa'a Shelo Letzorer Klal. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça pour un top, tu as besoin. Et donc tu me dis, non, là-bas c'est pas pareil, parce que rentrer chez moi à la maison, j'ai besoin de rentrer. Bon, je peux demander à quelqu'un de venir, mais bon, je peux faire rentrer sans déranger personne. En plus, si ma femme habite au 10e étage, je dois descendre 10 étages pour m'ouvrir. Bon, je prends les clés, je rentre, pas besoin de la déranger. Mais quelque chose qui est anti-Yom Tov, ça tout le monde se met d'accord que c'est interdit de le faire. Si par exemple j'ai plusieurs clés dans mon porte-clés, est-ce que je dois enlever les clés qui ne sont pas absolument nécessaires? Oui. Bon, exactement. Et donc c'est bien, bravo, c'est ça exactement la conclusion. Parce que c'est ce qu'on a dit, de la même manière que, bien que Riboui Be'ochalim, mais c'est assourd. C'est pas khayab, mais c'est assourd. À savoir que si quelque chose que je n'ai pas besoin, on est obligé de les enlever. D'ailleurs, un cas qui m'est arrivé, à moi, on m'a posé la question. Il y avait, écoutez bien le cas, parce que c'est un cas, il fallait y penser. C'était un bonhomme qui savait bien un peu la halakha. Et il a dit la chose suivante. Sa femme devait accoucher. Il savait que sa femme devait accoucher aujourd'hui, demain, après-demain, etc., etc.
Et il m'a appelé, il m'a dit, mais comment je fais? Je dis, comment tu fais? Va coucher, tu dis Mazal Tov pour un petit garçon. Non, je suis pas gynécologue. Je suis pas gynécologue. Il dit, non, mais comment je fais si ça tombe Shabbat? Ah bon, c'est une autre question. Tu dis, comment je fais? Moi, je sais pas. Comment ça fait si ça tombe Shabbat et Yom Tov? Ça, c'est une autre question. Alors, je me dis, comment je fais? Je sais pas. Alors, j'ai dit, bon, ok, alors regardez bien. Alors, premièrement, il faut demander à un goy de téléphoner à ta place. Deuxièmement, tu peux aller appeler un taxi, etc., etc. Et si vraiment il n'y a pas d'autre moyen de faire, eh ben, tu prends ta voiture, puisque c'est une mitzvah, c'est Pikuar Nefesh, tu prends ta voiture et tu te fonces à l'hôpital. Tu prends ta voiture, c'est permis, la Torah l'a permis, Mishum Pikuar Nefesh. Alors écoutez bien, la question me dit, oui, mais je prends ma voiture comme ça? Je dis, mais pourquoi tu poses cette question? Il me dit, mais est-ce que j'ai le droit de prendre la voiture telle qu'elle? Je dis non, tu as bien réfléchi. Non, tu n'as pas le droit de prendre la voiture telle qu'elle. Parce que tu as le droit de prendre la voiture, mais ce qui est dans le coffre, ça, tu n'as pas besoin pour ta femme pour accoucher. Elle n'a pas besoin de ce qu'il y a. Si tu as un kilo de tomates là-bas, tu n'as pas besoin, elle n'a pas besoin de manger un kilo de tomates. Si tu as là-bas, je sais pas moi, un siège enfant, tu n'as pas besoin de ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu prépares ta voiture. Mais pour préparer ta voiture, tu dois enlever toutes les choses qui ne sont pas nécessaires pour transporter. Et Baruch Hashem, elle n'a pas accouché Shabbat. La fin de l'histoire. Parce que ça c'est arrivé lorsque j'étudiais à Bnei Brak. On discutait avec le Rav Yitzhak Zilberstein. Et un jour, il avait écrit un sévère qui s'appelle Torah Tayoledet. Et il disait, voilà ce qu'il faut faire, il faut prévenir ceci, il faut prévenir cela, il faut cela. Alors un jour, je lui dis, mais Rav, et pourquoi on doit prendre ce qu'il arrive, adviendra? Il m'a dit, non, pas du tout. Parce que si on se prépare à ne pas être Mechalel Shabbat, Hachem, il fait qu'on n'est pas Mechalel Shabbat. C'est la règle. Plus on se prépare, et si ça arrive, comment je fais ça, je me prépare tout, et Hachem, il fait que tu es tellement investi que tu n'auras pas besoin de faire. Juste disons par rapport au lavage Shabbat, est-ce qu'on a le droit de se laver Shabbat, sachant qu'on va prendre de l'eau chaude et qu'en prenant de l'eau chaude, il y a de l'eau froide qui va venir et qui va prendre la place de cette eau? Alors, Nicolas, ça c'est une très bonne question. Ça c'est la question, on va dire bientôt, c'est bientôt la fin. C'est la chose suivante. Écoutez bien. Alors sur ça, voilà, c'est ta question, James. Ça c'est ta question. Comment faire pour prendre une douche? Parce qu'il faut quand même que avec ça, elle transpire tellement. Comment faire? Alors écoutez bien comment ça fonctionne. Ça dépend comment on est chauffé et surtout comment on a de l'eau chaude. Alors il y a 3 manières d'avoir de l'eau chaude dans un appartement. Le premier, c'est lorsqu'on a un ballon qui fonctionne au gaz individuel. Gaz électrique? Attendez, je dis, le premier cas de figure, c'est un ballon qui fonctionne au gaz individuel. C'est-à-dire que vous avez votre propre ballon dans votre appartement et vous voyez, comme tu disais tout à l'heure, vous voyez ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. Ce système-là, malheureusement, on ne peut rien faire. C'est banni parce qu'on ne peut pas s'occuper. Parce que l'eau vous ouvrez, c'est pas grave. Vous ouvrez, c'est pas grave. Mais il faut laisser 48 heures ouvert. Mais l'eau elle coule, là. Eh oui, mais il faut laisser couler. Il ne peut pas, il peut pas laisser. Voilà, donc on ne peut pas utiliser ce gaz. 48 heures, c'est ça, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Et l'eau et l'énergie. D'accord? Ce système, ça marche. Maintenant, il y a un deuxième système. Il y a le système qui n'est pas collectif, qui n'est pas individuel, mais qui est collectif. Vous avez par exemple des appartements, par exemple à Strasbourg, par exemple, tout le monde a comme ça. C'est incroyable. C'était pas électrique. C'était un système qui était dans l'Alsace. L'Alsace. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez par exemple un bâtiment qui a 10, 20, 30, 50 personnes, 100 personnes, même plusieurs bâtiments avec une grande chaudière qui est centrale, qui fonctionne avec à gaz. Ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. Alors sur cela, les poskim ont dit que on peut être sommaire que lorsque toi tu vas ouvrir ton robinet,
en réalité, tu ne vas pas déclencher quoi que ce soit. Et donc, d'ailleurs, c'est pas grave, parce que même si tu déclenches, c'est pas grave. L'essentiel, c'est pas d'ouvrir le robinet, c'est de fermer ton robinet. Mais on estime que lorsqu'il y a 100 personnes, 200 personnes, lorsqu'il y a 2 bâtiments qui sont gérés par une même régie, lorsque tu fermes ton robinet, en réalité, tu vas pas éteindre. Parce que toi, tu fermes ton robinet, mais il y a tellement de besoins un peu de partout, qui fait en sorte que automatiquement, On est dans la masse. Voilà, pas se fond la masse, tu fais rien. Pas de conséquences Il n'y obligatoires. a pas de psychrécha. Il n'y a pas de conséquences obligatoires d'éteindre ou d'allumer. Oui, parce que même quand tu le fermes, ça n'éteint pas la chaudière. Tu éteins, mais il y en a l'autre il vient d'ouvrir. Donc la chaudière, elle continue à fonctionner pour l'autre. Toi tu l'as éteint, mais elle ne va pas s'éteindre la chaudière, parce qu'elle a besoin de fonctionner pour monsieur tel, monsieur un tel, etc., etc. Donc toi tu es un dans le sang. Donc tu éteins ton robinet, mais ça ne fait aucune interférence. Donc ça c'est permis. De même, ça c'est tout ce qui est, on appelle... Maintenant, ce qui est électrique, écoutez bien, ce qui est électrique, alors sur ça, la deuxième cas de figure, c'est électrique. Maintenant aussi, la même chose, il y a individuel, il y a collectif. Donc vous avez compris que collectif, il n'y a pas de problème, parce que si déjà le gaz est fermé, qu'elle va fournir l'électricité. Maintenant, écoutez bien, si on a un système de chauffage, ça marche sur le chauffe-eau, c'est un chauffe-eau électrique. Alors écoutez bien comment ça marche. Ça dépend. Il y a le cas où c'est tout le monde d'accord que c'est permis. Pourquoi? Je vous explique. C'est lorsque vous avez un système que la température, c'est-à-dire le système se met en marche que le soir. Vous savez, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle deux compteurs bleus. Le compteur jour, le compteur nuit. Donc ça veut dire que ta chaudière, pas ta chaudière, ton truc, Alors le chauffe-eau, il s'allume et ne se réchauffe qu'à certains horaires, en pleine nuit, où le prix est moins cher, est moins élevé. Voilà. Et donc c'est seulement à ces horaires-là que ça se réchauffe. Et pendant la journée, ça ne se réchauffe pas. Et donc ça, c'est permis d'ouvrir, éteindre, parce que tu ne fais rien. Ah, tu vas me dire, mais la nuit, il va s'allumer, mais de toute façon, il s'allume. C'est pas parce que j'ai ouvert ou j'ai éteint qu'il va pas s'allumer. De toute façon, la nuit. Et en plus, et même si tu vas me dire que oui, parce que j'ai tout sorti de l'eau chaude, et donc il y a plein de froid qui est rentré, et donc ça se dégrame, parce que moi j'ai ouvert à 8h du matin, il va se mettre en marche à minuit. Donc c'est ça. Donc en général, plusieurs personnes m'ont demandé cette question. Comment faire lorsqu'ils veulent construire une petite villa? Ce système-là, c'est caché à l'école à dehors. Maintenant, l'autre système, c'est pas comme ça, toujours comme ça, de faire un système avec un shaon qui est une minuterie spéciale qui se met en marche que la nuit. Pendant Yom Tov, tac, tu mets ça, et après tu peux utiliser toute l'eau chaude pendant Yom Tov. Maintenant, lorsqu'on a un truc électrique, mais rien que personnel et pas collectif, alors là, on a une grande discussion entre les poskim. Est-ce qu'on a le droit de l'utiliser ou pas l'utiliser? Pourquoi? Parce qu'en réalité, écoutez bien comment ça fonctionne. Quand vous ouvrez le robinet, en réalité, il y avait déjà de l'eau chaude, d'accord? Donc, ça ne pose pas de problème. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous tirez de l'eau chaude, automatiquement, il y a de l'eau froide qui va tomber. Ça, c'est pas grave. On a le droit de faire chauffer. Mais voilà la difficulté, c'est que des fois, la résistance, le thermostat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déclencher à ce moment-là. Et s'il va se déclencher, au moment où tu as allumé, ça se déclenche. Donc en réalité, ça dépend combien il y avait d'eau. S'il y avait par exemple 3 quarts d'eau et tu as 3 quarts d'eau chaude, il manquait un petit peu, ça se déclenche pas tout de suite. Donc c'est rien de dramatique, c'est pour ça. Mais imaginons-nous que c'était juste au moment crucial où il y a une demande de chaleur, à ce moment-là c'est interdit. Donc sur ça, il y en a qui sont matirés, il y en a qui sont ostrim, mais c'est pas évident de permettre. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je ne sais pas d'autres questions précises. Pardon. Voilà, donc en fait, on va s'arrêter là pour ce soir. Et si vous avez d'autres questions, évidemment, vous pouvez vous adresser au Rav Aouzi en off. En tout cas, merci beaucoup, Rav Aouzi, pour les éclaircissements. Que je nous permette de faire un beau Yom Tov dans les règles de l'art.